Imaginez que vous passiez votre vie à collectionner des étiquettes de bouteilles de vin, sans jamais en boire une seule goutte. C'est exactement ce que le système éducatif fait de votre cerveau. On vous a appris que l'intelligence est le dictionnaire. Que si vous connaissez le mot, vous maîtrisez le concept. C'est un mythe. Un mensonge confortable qui nous rend aveugles à la réalité. Richard Feynman, prix Nobel de physique et génie absolu du XXe siècle, disait que la chose la plus importante qu'il ait jamais apprise ne venait pas de Princeton ou du MIT, mais d'un simple vendeur d'uniformes de Brooklyn, son père. Melville, tout commence par une scène banale dans un parc de Far Rockaway. Un enfant pointe un oiseau perché sur une clôture et demande à Richard: « Tu sais ce que c'est comme oiseau ?» Richard, 8 ans, hausse les épaules. L'autre gamin explose de rire, le regard plein de mépris. C'est une grive à gorge brune. Ton père ne t'apprend donc rien? Mais Richard ne se sent pas stupide. Il sourit intérieurement. Parce que Melville Feynman lui a déjà retourné le cerveau quelques jours plus tôt devant ce même oiseau. Ce Melville lui avait dit: « Tu vois cet oiseau? En italien, c'est un Sutola pipitida. En portugais, un baume d'apeda. En chinois, un Chung Longta. En japonais, un Katano Takeda. » Il alignait les noms avec un sérieux imperturbable. Puis, il s'était arrêté pour planter le décor de toute la future carrière de son fils. « Richard, tu peux connaître le nom de cet oiseau dans toutes les langues de la Terre. Et quand tu auras fini, tu n'en sauras absolument rien sur l'oiseau. Tu sauras seulement quelque chose sur les humains et la façon dont ils nomment les choses. C'est le premier grand reset. Le langage est une barrière, pas une porte. Ce que nous appelons habituellement savoir n'est souvent qu'un catalogue de bruits que nous faisons avec nos bouches pour désigner des objets que nous n'avons pas pris la peine d'observer. Melville ne voulait pas que son fils soit un dictionnaire sur pattes. Il voulait qu'il voie la trame du monde. Il a dit: « Maintenant, oublions le nom et regardons ce que fait l'oiseau. C'est ici que la déconstruction commence. » Parce que dès que vous enlevez l'étiquette, la complexité du réel vous saute au visage. Et c'est là que l'école généralement vous abandonne. Vous pensez que l'école vous apprend la science? Détrompez-vous. Elle vous apprend la taxonomie. En 1966, Richard Feynman a ouvert un manuel scolaire devant une assemblée de professeurs de sciences. Il y avait l'image d'un jouet mécanique, d'une voiture et d'un enfant à vélo. Sous chaque image, une question: qu'est-ce qui les fait bouger? La réponse du livre? Un seul mot, énergie. C'est ici que Melville Feynman intervient dans l'ombre. Pour lui, ce manuel ne vaut rien. Dire que l'énergie fait bouger le jouet, c'est comme dire que la force mystique fait tomber la pluie. C'est une étiquette vide qui cache notre ignorance. Melville aurait dit: le jouet bouge parce que tu as remonté le ressort. Et le ressort se détend car il veut reprendre sa forme. Et tu as pu le remonter car tu as mangé. Et tu as mangé parce que le soleil a brillé sur une plante. La différence est capitale. Melville vous offre une épopée, une chaîne de causalité que vous pouvez remonter jusqu'aux étoiles. Le manuel, lui, vous offre un cul-de-sac sémantique. Feynman a même proposé un test de détection de mensonges intellectuels. Sans utiliser le mot énergie, dites-moi ce que vous savez du mouvement d'un chien. Si vous restez muet, c'est que vous n'avez rien appris. Vous avez juste mémorisé un son, prenez l'inertie. Le petit Richard remarque qu'en tirant brusquement son wagon, la balle à l'intérieur semble rouler vers l'arrière. Il court voir son père. Pop, pourquoi la balle fait ça? Un professeur classique aurait répondu: c'est l'inertie, Richard. Écris-le 3 fois. Mais Melville, Il a dit 5 mots que le système scolaire fuit comme la peste. Personne ne sait pourquoi c'est vrai. Il a expliqué le principe, les objets en mouvement tendent à rester en mouvement, puis il a avoué l'abîme, le pourquoi fondamental de la résistance à l'accélération reste un mystère de la physique. Au lieu de refermer la curiosité avec un terme technique, il a ouvert une fenêtre sur l'inconnu. Il a appris à son fils que la science n'est pas un catalogue de réponses, mais une lutte honnête contre notre propre ignorance. Pour Melville, le nom n'est qu'un uniforme. Et comme il vendait des uniformes pour vivre, il savait qu'un costume ne change jamais la nature de l'homme qui le porte. Imaginez Melville rentrant chez lui avec un sac de carreaux de salle de bain de différentes couleurs. Richard est encore dans sa chaise haute, incapable de tenir une conversation. Melville aligne les carreaux sur le plateau. 2 blancs, un bleu, 2 blancs, un bleu. C'est le premier cours de mathématiques de Richard. Pas de chiffres, pas de formules, juste l'art de remarquer ce qui se répète. Quand la mère de Richard suggère de le laisser poser n'importe quelle couleur, Melville refuse. Non. Je veux qu'il comprenne ce qu'est un motif. Ce n'est pas de la discipline, c'est de la vision. Des années plus tard, à la maternelle,
L'institutrice enverra une lettre. L'enfant est capable de prédire des schémas complexes de tissage avant de les voir. Richard n'était pas né avec un cerveau supérieur, il avait simplement appris à voir la structure là où les autres ne voient que du chaos. Melville poursuivait l'entraînement chaque soir avec l'Encyclopédie Britannica. Il lisait des articles sur le Tyrannosaurus rex. Ce dinosaure mesure 7 mètres de haut et sa tête fait 2 mètres de large. Un père ordinaire lit la ligne et tourne la page. Melville, lui, s'arrêtait. Voyons ce que ça signifie réellement, Richard. S'il était debout dans notre jardin, il serait assez grand pour passer sa tête par la fenêtre de ta chambre à l'étage. Mais sa tête serait trop large pour entrer. Soudain, le chiffre 7 n'est plus une abstraction froide. C'est un monstre qui vous regarde dormir. C'est le passage du fait à la réalité. Melville apprenait à son fils à toujours demander « À quoi cela ressemble-t-il dans le monde réel ?» Mais la leçon la plus subversive concernait les humains. Melville montrait à Richard des photos dans le journal. Le pape, un général, un noble. Des foules entières s'inclinaient devant eux. Melville pointait le doigt. « Regarde. Richard, quelle est la différence entre cet homme et les autres ?» Richard cherchait une réponse profonde. Melville souriait. « C'est son chapeau. C'est son costume. Enlève l'uniforme et cet homme a les mêmes problèmes que tout le monde. Il mange, il va aux toilettes, il a peur. » Pour le vendeur d'uniformes, le monde était une pièce de théâtre où les gens confondaient le rôle et l'acteur. Melville entraînait Richard à ne jamais être impressionné par l'étiquette. C'était la préparation ultime pour Los Alamos, où un jeune physicien de 24 ans allait oser contredire les plus grands génies du siècle parce qu'ils ne voyaient pas leurs médailles, ils ne voyaient que leurs idées. Nous sommes en 1943. Los Alamos, Nouveau-Mexique. Le centre du monde. Le projet Manhattan rassemble les esprits les plus affûtés de la planète pour construire la bombe atomique. Richard Feynman n'a que 24 ans. Il est entouré de légendes vivantes. Robert Oppenheimer, Hans Bethe, Niels Bohr. Des hommes dont le nom seul suffit à faire trembler les fondations de la physique. Dans ce bunker de génie, il se passe quelque chose d'étrange. Tous les jeunes physiciens bégayent de respect devant Niels Bohr. Ils pèsent chaque mot, s'inclinent devant le prestige. Mais pas Feynman. Il crie, il gesticule, il coupe la parole à Bohr pour lui dire en face. Non, ça ne tient pas debout. Votre idée est stupide! Les autres sont horrifiés. Mais Bohr, lui, adore ça. Il finit même par convoquer Feynman en privé avant chaque réunion importante pour tester ses idées. Pourquoi? Parce que Feynman est le seul qui ne voit pas le chapeau. Il ne voit pas le costume de Nobel de Bohr, il voit la structure de son argument. Melville avait raison. Si on enlève l'uniforme, il ne reste que la vérité nue, et la vérité n'a pas de hiérarchie. C'est là que réside le paradoxe de l'autorité. Nous passons notre vie à hocher la tête devant des mots complexes pour ne pas avoir l'air stupide, alors que c'est précisément ce silence qui nous rend ignorants. C'est le syndrome de l'étiquette. Si quelqu'un utilise un mot compliqué, on suppose qu'il sait de quoi il parle. Mais Melville a appris à Richard que si vous ne pouvez pas expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas vous-même. Feynman a passé sa vie à déshabiller les idées, que ce soit face à des bureaucrates de la NASA après l'explosion de Challenger ou face à des équations quantiques impossibles, sa méthode restait la même. Oublie le nom. Regarde la chose. Est-ce que ça bouge? Pourquoi ça bouge? Il a compris que la plus grande barrière à la connaissance n'est pas l'ignorance, c'est l'illusion du savoir procuré par le vocabulaire. L'école vous donne des réponses pour arrêter de réfléchir. Melville lui donnait des questions pour ne jamais s'arrêter. En 1965, Richard Feynman monte sur la plus grande scène du monde pour recevoir le prix Nobel de physique. C'est l'uniforme ultime. Pourtant, face aux journalistes, ces mots résonnent comme un écho de Far Rockaway. Je n'aime pas les honneurs. Les honneurs, ce sont des épaulettes, ce sont des costumes. Mon papa m'a élevé comme ça. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était une fidélité absolue à la leçon de Melville. La médaille n'était que l'étiquette. Le véritable prix, c'était ce qu'il appelait le plaisir de découvrir. Melville est mort en 1946, bien avant de voir son fils ainsi couronné. Mais il avait déjà gagné. Il n'avait jamais pu devenir scientifique à cause de la pauvreté et des barrières sociales de l'époque, mais il avait légué à Richard quelque chose que les universités ne savent pas enseigner: l'émerveillement sans filtre. Feynman disait souvent qu'il se sentait comme un enfant à qui on avait montré quelque chose de merveilleux, et qui passait le reste de sa vie à essayer de le retrouver. La science, vue par les Feynman,
n'est pas une accumulation de faits poussiéreux. C'est un acte d'amour envers le réel. C'est comprendre que dans chaque battement d'aile d'un oiseau, il y a une chaîne de vie invisible, des acariens sur des poux, une complexité qui dépasse l'imagination. La beauté du monde ne réside pas dans les mots compliqués que nous utilisons pour le décrire, mais dans les mécanismes silencieux qui le font vibrer. Le monde essaiera toujours de vous vendre des noms. Il vous donnera des diplômes, des titres et des définitions pour vous rassurer. Ne tombez pas dans le piège. La prochaine fois que vous croiserez un oiseau, ou une idée, ou un homme avec un grand chapeau, souvenez-vous de Melville. Retirez l'uniforme. Posez la question de l'enfant. À quoi cela ressemble-t-il vraiment? Parce qu'au-delà des étiquettes, il y a un univers qui n'attend que votre regard pour exister. Si vous voulez continuer à voir à travers les uniformes et découvrir la beauté brute des choses, abonnez-vous. On ne vous apprendra pas des noms, on regardera ensemble ce qui se cache derrière.